Monsieur Jean-Pierre Bel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. J'invite M. Jean-Pierre Bel à prendre la place au fauteuil président. Ce 1er octobre 2011, Jean-Pierre Bel est le premier socialiste de l'histoire à accéder à la présidence du Sénat. L'aboutissement d'une semaine historique. Six jours plus tôt, dans les Yvelines, le fief de Gérard Larcher, le président sortant du Sénat. Je suis avec Mme Rosette Cross et on va aller voter. Voilà. Ça va? Bon. Ça va bien, ça va bien. Bonjour. Dans la moitié des départements français, les grands électeurs votent. Ils sont pour la plupart maires ou conseillers municipaux. Et ils sont appelés aux urnes pour élire leurs sénateurs. Depuis plusieurs semaines, Gérard Larcher affiche sa confiance en sa réélection à la tête du Sénat. C'est le mot qui paye du reste. Bon courage. Oh, salut. Je pense que pour lui aussi, c'est un enjeu considérable. Mais encore une fois, pour moi, la gauche est tout aussi légitime que la droite et tout aussi respectueuse des institutions. Donc nous verrons bien le résultat. Je vais maintenant aller au Sénat, où je vais attendre les résultats, les premiers qui devraient tomber sur la Nouvelle-Calédonie. Avec sérénité? Oh oui. D'abord, vous avez senti ici, à Versailles, l'ambiance est sympathique. En même temps, vous voyez, les gens vaquent. Vous avez vu que les chasseurs étaient les premiers ce matin. Voilà. Allez, à bientôt. Lui, bon, il est optimiste, bravo, je le félicite. Moi, c'est vrai que j'attends une élection jamais gagnée et j'attends de voir ce qui va se passer dans les bureaux de vote, pas seulement ici, hein, puisqu'on est en contact permanent avec l'ensemble des résultats de France et aussi des négociations qui auront lieu dans les départements de moins de 4 sénateurs. Il est certain que ce sera serré. Jamais un résultat n'a été aussi attendu, car la gauche n'a que 23 sièges à prendre pour s'emparer de la Haute Assemblée. Yvelines, je vais les accrocher. En cette fin de matinée, les résultats du premier tour commencent à tomber dans la salle des conférences du Sénat. Et ils sont plutôt favorables à la gauche. Vous avez pris Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, on a pris Saint-Pierre-et-Miquelon, on a pris 2 sièges. Et puis à La Réunion quand même aussi. On a pris un siège à La Réunion. Oui, pas nous. Voilà, là on participe, vous voulez pas participer en vrai? Si, mais si vous voulez, je pense que c'est un résultat qui tombera à la fin. Voilà, donc on va. Pour le moment, il y a une poussée à gauche qui est nette. C'est quand même un premier tour. Très satisfaisant. On ne pensait pas à ce premier tour. Maintenant, on est tous expérimentés au niveau des sénatoriales. On sait ce qui se passe là, à l'heure du déjeuner maintenant. C'est 15 heures et c'est pas 17 heures. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de coups de fil. Mais c'est que des coups de fil, il doit en avoir, oui. À ce moment de la journée, rien n'est joué. Des alliances peuvent se faire ou se défaire au second tour. Chaque siège compte. La gauche gagne un siège. De longues heures d'attente commencent, à gauche comme à droite. Mais une tendance se dessine. Le Morbihan, le Loiret, des candidats de gauche sont élus contre toute attente. 17 h, la vague rose prend de l'ampleur. Jean-Pierre Bel, le chef de file des socialistes du Sénat, apparaît enfin. Écoutez, en pleine partie, c'est un peu difficile pour nous de vous dire exactement quels seront les résultats. On n'a pas le final, puisqu'il y a le deuxième tour des scrutins majoritaires qui va arriver. On a aussi les Outre-mer, côté Caraïbes. Donc il y a encore pas mal d'inconnus, mais à l'heure où on se parle, tout est possible. Ça se présente comme une très belle défaite de la droite. Très belle défaite, parce que quand on perd 20 sièges, en aucun cas on ne peut avoir le sourire. Mais je crois qu'ils n'ont pas le sourire. Vérifiez.
Autre ambiance en effet dans les couloirs du groupe UMP, où l'on prend peu à peu la mesure de ce qui est en train de se passer. Au Sénat, les journalistes arrivent en masse, à l'affût des premières réactions de la majorité. On avait dit attention, on va perdre le Sénat si vous multipliez les listes. Ils s'en foutent, chacun pour soi, chacun pour eux, ils jouent leur chance. C'est pas bon, voilà. Bonjour. Un petit mot sur ces premiers résultats qui sont plutôt positifs? Oui, c'est encourageant, mais bon, c'est serré, on attend, on va voir. C'est un beau dimanche, mais on ne sait pas encore si c'est un dimanche historique. Voilà. François Rebsamen se veut prudent. Pourtant, la tendance se confirme. La Lozère, un bastion de la droite, vient de tomber. Là, on est à combien? Là, on est à plus de 25 là. Plus 22? Ok. Bon, il en manque plus qu'un. Bon, la suite au prochain épisode alors. J'espère qu'on va gagner. Si on ne gagne pas ce coup-ci, on ne gagnera jamais de toute façon. La majorité est quasiment acquise. Les ténors du Parti socialiste défilent au Sénat. Vous y croyez, Madame Aubry? Pour l'instant, c'est possible. Godefroy est majoritaire, donc ça veut dire qu'on est majoritaire et on n'a pas encore les dom-toms. Du coup, les dom-toms, comme c'est les gens d'un Les dom-toms, en principe, c'est bon. C'est du PRG généralement, donc ça reste dans la majorité. La gauche va finalement remporter 27 sièges. Elle a la majorité absolue. Mesdames et messieurs, ce 25 septembre 2011 est un jour qui marquera l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance. La gauche exulte. Dans ses appartements de la présidence du Sénat, Gérard Larcher, lui, s'est isolé pour mettre la toute dernière touche au discours qu'il s'apprête à prononcer. La majorité, elle, est sonnée par l'ampleur de la défaite. Monsieur le sénateur, soirée difficile, visiblement? Oui, pas une soirée très facile, non, on peut pas dire parce que, comment dirais-je, au moment où Gérard Larcher était en train de rénover totalement le Sénat, il y avait encore beaucoup de choses à faire. On est là dans une rupture, c'est assez grave. La majorité sénatoriale, celle d'hier, n'avait pas les contours de la majorité présidentielle. Celle de ce soir a-t-elle les contours du Parti socialiste? Point d'interrogation. Elle reste à construire. Ce sera le moment du choix de nos collègues le 1er octobre prochain. Le 1er octobre. Je serai donc candidat à la présidence du Sénat. À ce moment précis, Gérard Larcher pense encore pouvoir réunir assez de voix sur son nom pour conserver la présidence du Sénat. Portez à mon texte. Voilà. Bonjour, ça va? Bonjour. Quand même aller voir les Yvelines. Simon, monsieur Larcher. Non, voilà. Oui, me faire Monsieur Larcher, si vous n'êtes pas réélu, quel sera votre sentiment? D'abord, je viens d'être réélu, regardez. Oui, mais je parlais de la présidence. 1452 voix. La présidence de ce... On verra ça samedi. C'est la photo-division. Salut. Voilà. Salut, Christian. Rendez-vous le 1er octobre. Voilà. Gérard Larcher, je l'ai entendu. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je comprends très bien que dans ces circonstances, il a utilisé le ton qu'il a utilisé, et même les propos, voilà. Mais vous savez, nous avons des rapports extrêmement corrects et cordiaux. Je m'en tiendrai là. On se fera ça tranquille. On s'amuse. Oui, t'inquiète pas. On reste les mêmes. Oui. Je passe pas là? Oui, oui. Cela ne constitue en rien. Gérard Larcher, Jean-Pierre Bel, deux candidats pour un seul fauteuil. Mais ce dimanche 25 septembre 2011, le Sénat a bel et bien changé. Bonjour,
Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. La gauche a gagné le Sénat. François Hollande parle de traumatisme pour la droite. Comment analysez-vous cette défaite? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'élection de M. Bell est acquise. J'ai trouvé Mme Aubry, M. Hollande, qui viennent jamais au Sénat, se comporter en terrain conquis. Vous savez, le Sénat, l'esprit partisan n'est pas l'esprit dominant. Et je ne pense pas aujourd'hui que la probabilité de victoire pour la présidence du Sénat soit dans le camp du Parti socialiste. Jean-Pierre Raffarin fait mine d'y croire. Il est bien le seul. Car en ce début de semaine, la page est déjà tournée à droite, y compris pour Gérard Larcher. Il est comme je le connais, et il fait face, il en a un peu gros sur la patate, mais c'est un démocrate et voilà. Mais c'est vrai que moi comme lui, on ne s'attendait pas à ça. On savait que ça serait serré, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais quand on a vu le résultat du Morbihan et de la Manche, on s'est dit c'est foutu. Voilà. Merci. Sa décision, Gérard Larcher l'a prise dans le secret du Petit Luxembourg le lundi midi. Seul François Fillon a été mis dans la confidence. Il ne négociera pas des ralliements en vue de sa réélection. Bonjour. Vous étiez au déjeuner Non, de j'étais Gérard pas Larcher pas du tout. Pas du tout. Je suis pas au alors groupe vous UMP. allez voter quoi Voilà, samedi? merci. Compliqué, hein? Oh non, pas du tout, c'est ça. Gérard Larcher. Oui, mais avec l'idée que de toute façon il y aurait une alternance, quoi, c'est clair. Non, alors c'est pas très clair. C'est Gérard pour moi, Larcher c'est clair. tout en pensant Jean-Pierre Bell? Ah, non, c'est pas ça, c'est qu'on respecte la démocratie. Gérard Larcher, mais c'est perdu d'avance, quoi. Voilà, c'est exactement ça, on respecte la démocratie, c'est perdu d'avance, mais on vote pour Larcher, qui n'a pas démérité, en sachant qu'il perdra. Et c'est logique qu'il en soit ainsi, puisque la gauche est majoritaire, voilà, c'est tout, il n'y a pas de déni de démocratie. S'il gagne, ça vous choquerait. Non, mais il ne gagnera pas. Ouais. Il en a été Et il le question, sait, quand il en même. est conscient. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas Il a eu devant moi. le petit message de Nicolas Sarkozy. Oh, je crois qu'il n'a pas eu besoin. Oui, c'est moi. D'accord. Je crois qu'il n'a pas eu besoin, je crois que c'est clair. D'accord. Vraiment. Non, parce que dimanche soir, il voulait se présenter. Ah, mais dimanche, c'est Il avait dimanche, l'idée c'était il y a de des gagner. années-lumière dimanche. Comment ça va? Président, ça va. Parfois. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais. Oui. Salut mon Jo. Tu vas bien? Vous allez bien? Bien. Ça va? Je t'appellerai. D'accord, Jo. Hein? Une candidature de témoignage que Gérard Larcher va officialiser devant les sénateurs UMP. Son arrivée est plutôt discrète. C'est la première réunion du groupe depuis la défaite. La première réunion de la nouvelle opposition. Comme d'habitude. Fais ce que j'ai pu. On est heureux de voir que dans ces moments précis, vous êtes tous avec lui. Mais vous les aimez d'un seul Ça coup. durera c'est pas bien. très longtemps, on le sait. Donc, L'amour, ça arrive d'un seul coup, l'amour. Ah non, ça vous dire, ouais, là vous faites fort. Ouais, plus fort, j'ai jamais vu. Dans aucun pays du monde. Bon, allez, Alain. Ah, ils sont Tout forts. va bien. Monsieur Larcher, est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a demandé de ne pas négocier avec les sénateurs pour devenir président? Il n'a rien demandé du tout et on élit le président de groupe. Nous constatons que la gauche a quelques voix d'avance sur nous et qu'elle a donc gagné les élections sénatoriales. Mais pour autant, nous avons demandé instamment à Gérard Larcher d'être notre candidat à la présidence du Sénat. Pour autant, parce que c'est notre conception, nous n'irons pas chercher des voix, ni dans les officines, ni derrière les paravents. Toute autre ambiance à gauche, où l'on n'en finit pas de savourer la victoire. Vous regrettez de plus être sénateur? Là, en ce moment, oui, pour être honnête, oui. Oui, ça m'aurait bien plu. Ça m'aurait bien plu. Et surtout, mais c'est des revanches avec... moi, j'ai connu des gens brillantissimes ici. J'ai eu des adversaires de droite fantastiques, avec qui on a eu des empoignades qui étaient un régal. Bon, alors j'ai appris qu'il y en avait quelqu'un qui était parti maintenant, touché par la limite d'âge. Mais j'aimerais bien les revoir dans ce contexte-là, eux qui étaient si fiers, si contents d'eux. Ils étaient ici comme chez eux, hein. Ils naissaient, ils avaient la cuillère dans la bouche, Sénat. Hein. Et puis c'était pour la vie. Ouais, c'est fini. Mais le camp des vainqueurs n'évite pas quelques couacs. Catherine Tasca est gentiment priée de renoncer à sa candidature à la présidence du Sénat.
J'ai annoncé à midi que je n'étais pas candidate dans la mesure où ma candidature n'est pas comprise. Et elle est même détournée de ses vraies motivations puisqu'elle est présentée comme un acte de division, ce que je ne veux en aucun cas accréditer. Voilà. En réunion de groupe socialiste, les sénateurs affichent leur unité. Jean-Pierre Bel a désormais une voie royale vers la présidence. Je me mets... Odette, quand même. J'ai failli me lever pour dire je souhaite aussi. Je vote pour toi samedi si, à la fin, quand tu vas être élu, tu vas monter à la tribune et tu vas chanter en occitan. Maria Jean Païs. Sinon, tu autrement pour lui. En occitan. J'ai cru comprendre que la droite avait baissé pavillon après des velléités de nous contester le résultat. Les grands électeurs ne comprendraient pas que le résultat des urnes ne se retrouve pas samedi. C'est l'alternance, c'est la démocratie. Je suis concentré sur samedi. Voilà, vous voyez ? Un montagnard, c'est comme ça. On gravit toujours marche après marche, et tant qu'on n'est pas au sommet, on ne se relâche pas. Et j'ai pas du tout l'intention. Non, voilà, non, je suis très heureux, très fier de ce que mes amis ont fait là, ce geste, cette confiance qu'ils m'ont témoigné. Et je mesure le poids de la responsabilité, bien sûr. Mais bon, on va surtout se mettre à beaucoup travailler. Au Sénat, la transition est en marche. Les partants ont fait leur carton et 91 nouveaux élus vont faire leur entrée à la Haute Assemblée. Parmi les points à régler pour Jean-Pierre Bel, la place des Verts dans la nouvelle majorité. Depuis la victoire de dimanche, les 10 élus écologistes font monter la pression. Ce à quoi nous travaillons, c'est essentiellement à construire cette majorité qui doit apparaître de manière significative samedi. Voilà. Ensuite, il y a d'autres questions qui sont des questions annexes, qui aujourd'hui pour moi ne sont pas les plus importantes. Les Verts veulent une commission dédiée au développement durable, mais surtout ils veulent constituer leur propre groupe au Sénat. Les sénateurs Europe Écologie Les Verts veulent avoir un groupe. Pour qu'il y ait un groupe à 10, il faut changer le règlement du Sénat. Pour changer le règlement du Sénat, il faut qu'il y ait une majorité. Pour qu'il y ait une majorité, il ne faut pas que ce soit des coups de boutoir, mais il faut que ce soit des discussions. Une stratégie qu'affectionne pourtant le tout nouveau sénateur vert Jean-Vincent Placé. Il menace de se présenter s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Non, je veux ça. Je vote pas. J'en ai rien à faire. Non, ici, tu peux pas. Une attitude qui agace certains au sein de la nouvelle majorité. La question, c'est de montrer cette majorité unie. Bon, si les Verts ont d'autres préoccupations, sont en train de magouiller, manœuvrer, j'ai entendu aussi qu'ils donnaient conseil à la majorité de donner la présidence de la Commission des finances à la droite. Donc il prend beaucoup d'initiatives, ce monsieur, il ne représente pas grand-chose. Jean-Vincent Placé renonce finalement à se présenter. Les Verts semblent avoir obtenu des garanties. Il y aura pourtant bien un troisième candidat à la présidence, Valérie Létard, désignée par le groupe centriste. Et face aux critiques de l'UMP, l'ancienne ministre doit défendre sa candidature. Loin de nous de critiquer ou d'avoir un message adressé à Gérard Larcher en opposition ou en critique. Simplement marquer notre liberté, notre volonté de liberté et d'indépendance dans les débats parlementaires au travers de cette candidature rassemblée, unie de toutes les familles centristes. Et encore une fois, c'est vraiment les familles centristes. À quelques jours du vote, les socialistes sont déjà dans l'après 1er octobre. Sûr d'être élu président du Sénat, Jean-Pierre Bel organise sa future présidence, entouré de son premier cercle. Non, le premier point, c'est l'élection du président du groupe.
Oui, alors justement, est-ce qu'on la met? Oui, mais c'est en fonction de ce qu'on dira dans le groupe de travail. C'est d'abord en fonction de ce qui se passera samedi. Pour le reste, est-ce que tu as enregistré les demandes de tous les amis qui souhaitent participer à telle et telle commission? Oui, j'ai presque tout. Est-ce qu'on a vraiment centralisé? Est-ce qu'on n'a pas laissé de côté des lettres ou des messages qui nous ont été passés? Je pense qu'on a tout. Vous avez tout. Chacun a manifesté son choix. Non, alors il m'en manque, c'est ceux qui sont clairs, si tu veux. Donc il m'en manque une quinzaine dans les anciens. Il m'en manque une quinzaine dans les anciens et quelques nouveaux. Ben, je suppose que moi je ne suis pas parce que j'ai rien à manifester. Exactement. Ces jours-ci, j'ai pas eu le temps de manifester. Et le président non plus d'ailleurs. Je suppose que tu n'as pas Jean-Pierre Bell. Le président ne participe pas au commission. Ne fait plus partie. Ça va me manquer, mais si ici je suis élu. Qu'est-ce qui pour vous a le plus changé depuis dimanche? Je dis ça parce que moi j'ai une réponse. La gestion du temps. La revue de presse. Je crois même qu'elle n'est pas vraiment complète. Non, elle n'est pas du tout exhaustive. C'est quand même la revue de presse que Jean-Pierre Bell. De 2 jours. Ça, c'est la revue de presse de Jean-Pierre Bell. Et je veux dire, je ne sais pas, pour la revue de presse d'une semaine avant le dimanche 25 septembre, ça aurait été plutôt ça. Oui. Hein? Voilà. Je témoigne. Comme disait Barbara, quelque chose a changé. C'est indéfinissable. Jean-Pierre Bell entre peu à peu dans son futur costume de deuxième personnage de l'État. De son côté, Gérard Larcher s'apprête lui à présider sa dernière séance, la commémoration de l'abolition de la peine de mort, votée 30 ans plus tôt. C'est important cette journée aujourd'hui? Oui, elle était importante parce que nous l'avions prévue comme un moment important. Pour moi, je ne savais pas quelle serait, j'allais dire, ma dernière séance de président, mais en tous les cas, elle était pour moi tout à fait essentielle. Allez, suivez. À la veille d'une élection qu'il s'est perdue d'avance, Gérard Larcher sort pour la première fois de son silence. Après 3 années passées à la tête de la Haute Assemblée, il est prêt à quitter ses fonctions. Oh, ben je le vis, comme j'ai toujours dit, sans drame. Bien sûr, c'est humain, j'ai eu un moment de déception. J'assume la responsabilité, ma part de responsabilité. Ce que je vais vous dire, peut-être, c'est que je suis un homme libre, et y compris dans ma décision de candidature républicaine et loyale. Vous avez parlé de candidature, de devoir, c'est ça? Oui, c'était mon devoir d'assumer. Ce qui a été conduit pendant 3 ans au nom de la majorité sénatoriale, qui a d'ailleurs été construit collectivement et avec une participation des groupes minoritaires et d'opposition. Et en même temps, dans une démocratie, il y a un président avec une majorité et il y a la minorité et les groupes d'opposition. Une opposition qui doit être constructive, mais s'exprimer, ça n'est que légitimité à ce moment-là. Samedi 1er octobre, Jean-Pierre Bell arrive au Sénat. Et toi? Bon. C'est beau, hein? Professionnel, hein? Récupère-la, là. Bonjour. Bonjour. T'as dormi? Non. Non? Nous non plus. J'ai dormi un petit peu, mais c'est pas. C'est vrai, non plus. À 59 ans, cet Ariégeois, inconnu du grand public il y a encore une semaine, est aujourd'hui attendu par une nuée de caméras. Monsieur Bell, s'il vous plaît. Monsieur Bell, s'il vous plaît. Voilà. Juste derrière vous, Monsieur Bell, s'il vous plaît. Excellent, excellent. Simplement heureux, mais un peu tendu. La droite, elle, est déjà dans son nouveau rôle. J'attends avec une certaine gourmandise cette période dans l'opposition. Hein? Moi, je trouve que l'opposition a beaucoup de charme. S'ils veulent faire du Sénat un endroit et un lieu de bataille politique, on les attend.
Merci. Le Morbihan, c'est 3 et le Morbihan, ils avaient prévu 3 de Oh, bien. Ok, enfin, monte tout le reste. C'est le Morbihan. Monsieur Jean-Pierre Bell, 179. Je veux dire mon émotion forte au moment de m'installer dans ce fauteuil qui représente une des fonctions les plus éminentes de l'État. Émotion d'avoir obtenu votre confiance, d'avoir été élu par mes pairs à la présidence de la Haute Assemblée. Je vais peut-être prendre de grands risques en vous disant mon émotion aussi, en pensant au mien. L'histoire de ma famille paternelle, racontée tout au long de mon enfance, ce sont des personnages qui, là-bas dans le Tarn, entre Albi et Carmaux, ont connu, côtoyé et surtout partagé les combats de Jean Jaurès. Le grand Jaurès, inspirateur de mon engagement et de mes convictions. Dimanche dernier, les grands électeurs ont voté pour le changement. Ils en ont confié la mission à la gauche. Mais ils nous ont tous placés devant une triple responsabilité. Responsabilité historique, responsabilité politique, responsabilité morale. Toutes et tous, soyez-en sûrs, à partir de cet instant, je n'ai plus qu'une idée en tête, être digne de votre confiance, être digne de la mission qui m'incombe désormais. Je vous remercie. À qui vous pensez? Vous pouvez dire peut-être plus personnel. Mon père. Pourquoi? Plus de doute, pour vous, ce médicament tue? Il y a malheureusement plus de doute en ce qui me concerne depuis longtemps. Depuis que j'ai vu les premiers cas extrêmement graves d'atteinte des valves du cœur, c'était en début 2008. Une pneumologue de Brest, un jeune avocat parisien, un député du Sud-Ouest. Comment se fait-il que dans notre pays de si graves carences du système de pharmacovigilance puisse aboutir une fois de plus à un drame sanitaire national? Ce documentaire exceptionnel raconte comment 3 personnages de l'ombre ont uni leurs forces pour dénoncer le Mediator et au final faire entendre la voix des victimes. Ils avaient enlevé le Mediator en 2007, comme c'était prévu. Vous n'auriez rien vu. Voilà, je serais passée à côté. L'affaire du Mediator, samedi à 22 h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. On a l'impression que c'est une guitare ou une aile d'avion qui s'envole. Non, c'est super beau. Vous le trouvez utile, vous? Moi, je dis qu'il y a la merde. Avant, on me disait, c'est où Millau? Comme perdu, voilà, je disais l'Aveyron. Maintenant, quand je dis Millau, ah oui, le viaduc. Voilà, de suite. Moi, je me rappelle, j'ai pris une fois le viaduc. Non, plus d'une fois, mais j'en ai au moins pris une fois et j'étais accompagné de brebis. Quand je vois le viaduc de Millau, je suis fière d'être française. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le viaduc de Millau, c'est un peu comme si les Français avaient réussi à marcher sur la Lune. On gonfle le torse, prêt à faire cocorico, et attention la pluie de record. 2,5 km de long, 343 mètres de hauteur, 1 million de touristes par an pour admirer l'œuvre. C'est bien simple, c'est le plus haut, c'est le plus long, c'est le plus beau. Sauf que moi, rayon BTP, je suis assez limitée. En revanche, il me reste comme une ritournelle dans la tête.
le bruit des polémiques et des débats. Quelques 150 brebis ont donc bloqué la circulation pendant une partie de la matinée et le début de l'après-midi. Trop cher, trop grand, le viaduc allait défigurer la vallée et tuer Millau, condamné à regarder les touristes d'en bas comme les vaches regardent passer les trains. Alors je me suis dit que pour parler du viaduc, c'était plutôt dans la vallée qu'il fallait aller. Que les gens du coin me racontent l'envers de la carte postale et me disent s'il est utile ou pas, ce viaduc. Et puis Millau, c'est pas là qu'un moustachu s'est rendu célèbre en cassant un McDo? Oui, décidément, je me suis dit qu'à coup sûr, s'il n'y avait qu'un seul viaduc à Millau, il devait y avoir plusieurs versions. Pas besoin de chercher longtemps à Millau pour réveiller les souvenirs. On avait peur du